Christophe Barbier nous a rejoint et notre invité, Yamina Benguigui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre déléguée à la francophonie. Merci d'être notre invité ce matin pour évoquer évidemment Mandela, que vous avez rencontré. Oui. 1990 ? 1990, il sort de prison le 2 février. Oui. Et la fondation Daniel Mitterrand, à laquelle j'appartenais, j'étais cinéaste, mais j'étais engagée dans cette fondation, avait fait un long travail sur les accords entre l'ANC et Pic-Botac que j'ai filmé pendant des mois. Ensuite, j'ai filmé la troupe de l'ANC qui venait porter la parole. Donc, c'était des membres de l'ANC qui racontaient l'histoire de l'ANC. Et arrive la date, Nelson Mandela vient à Paris, mais il décide de faire sa première visite, non pas à l'Élysée, tout de suite, ce sera à la Fondation Daniel Mitterrand. Donc, branle-bas de combat, on fait une petite cellule de crise, et Daniel Mitterrand décide qu'il n'y aura qu'une personne qui filmera Nelson Mandela, il n'y aura pas de photographe, ce sera un ami photographe, et je serai la seule à le filmer. Donc il arrive à la Fondation, c'est au Trocadéro, et là, c'était l'après-midi, en fin de journée, et ensuite un dîner à la Fondation. Et là, je vais arriver, je me mets derrière la caméra avec ma petite équipe, et arrive Nelson Mandela, c'est-à-dire, et là, la caméra, elle commence à bouger, je sais pas, en plus, j'avais une kératite, j'avais mes lunettes, de grosses lunettes, j'arrivais pas à voir, et Nelson Mandela arrive vers moi, directement, il était avec sa femme, Winnie Mandela, et il m'embrasse, et il reste à côté de moi, et à ce moment-là, le caméraman déplace la caméra, et il va me filmer avec Nelson Mandela, et je lui montre. Donc il y avait Barbara qui était venue, et on a continué comme ça, on est allé jusqu'au dîner. C'est-à-dire, je n'étais plus là, et ce petit film existe. Il fallait venir avec Yamina Benguigui. Oui, parce que c'était trop tôt, mais je vous l'enverrai. Et c'est exceptionnel, parce que l'image est bancale, mais le moment, on est tous émus. On est tous émus. Moi, quand je l'ai vu, que Nelson Mandela m'attrape par l'épaule, je me dis, comme il y a quand même quelqu'un qui m'a demandé si je connaissais, enfin, si on était amis. Donc, mais il avait un charisme énorme. Ce qui m'avait impressionné, il sortait de prison, mais il était immense. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous demander. C'est 1m95. C'est ça, physiquement. Immense, il était très carré et très chaleureux, ayant un mot comme ça, mais je suis restée au milieu de ça. Et ensuite, je lui ai fait envoyer le sujet sur les accords. Voilà. Vous avez tweeté Christophe. hier, c'était mon guide. Oui. Qu'entendez-vous par là ? Il y a eu quelques jours une France que l'on n'aime pas, une France avec comme ça un racisme pernicieux, très bizarre, une ministre qui se fait insulter sur sa couleur. Il faut se remettre dans l'époque des années 80, des années 70-80. On n'est pas très très loin dans l'inconscient collectif de la perte des colonies. Alors certes, il n'y a pas d'apartheid en France, mais il y a de la colère. On n'a pas ramené 1 million de pieds noirs comme ça, il n'y a pas eu de douleur. La France est pleine de douleurs. On arrive vers les fins des années 70, c'est la désindustrialisation. On remet le manque de travail sur l'autre. 70, le boom, le choc pétrolier. On décide de ramener toutes les femmes pour bloquer la main-d'œuvre. C'est une époque très très bizarre où l'autre représente le danger. Nous allons grandir dans cette France où nos parents vivent dans le hors-champ de la France. Et on va se raccrocher à Nelson Mandela. On va se raccrocher à Gandhi. On fera la marche. C'est ça, nos héros, notre guide, c'est-à-dire pouvoir combattre sans ressentiment.
Mais aujourd'hui, c'est avancer des idées sans colère. Sans colère. C'était ça le pari. Le pari de Mandela, c'est d'avoir su, face à une souffrance énorme, la pire, l'apartheid, la séparation, la ségrégation raciale, et de pouvoir continuer, pardonner. Mais ça, c'est unique. C'est unique dans le pardon, sans être dans la religion. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu assoupi, c'est un peu endormi, cette conscience-là. Comment faire pour le réveiller, pour que Mandela reprenne une actualité ? Écoutez, je pense que là, par exemple, ce serait formidable si les écoles pouvaient prendre un peu de temps, que ce soit dans les collèges, dans les lycées, et même dans les petites écoles, et d'expliquer qui était Mandela, qu'est-ce qu'il a fait, sa lutte, et pourquoi, et qu'à un moment donné, voilà ce que ça veut dire. Aujourd'hui, la ségrégation. Et quand on a ce retour, qui pour moi est au-delà du politique, c'est pas possible, on ne peut pas revenir à un schéma, le schéma raciste qui est arrivé il y a une semaine, c'est un schéma qui n'appartient même pas à la France. C'est un schéma qui appartient à l'Amérique sous l'apartheid ou à l'Afrique du Sud, sur ce qui s'est passé avec Catherine Taubira. Donc je pense qu'aujourd'hui, au-delà du cœur et au-delà de l'affect, il faut qu'il y ait maintenant une politique, parce qu'on doit travailler sur ce racisme qui est là. Pourquoi François Hollande n'a-t-il pas réagi devant une caméra depuis hier ? On a vu Cameron, on a vu Obama. Lui, il a simplement fait un communiqué, le président français. Ça, il faudrait lui poser la question. Je pense que François Hollande fait aussi partie de cette école Nelson Mandela. François Hollande, vous le voyez, on le voit dans sa politique africaine. Vous savez, moi, j'ai fait plus de 50 pays cette année. François Hollande, quand j'arrive, quel que soit le pays, même anglophone, on est dithyrambique sur ce qu'est François Hollande dans son regard à hauteur d'homme, ce côté égalitaire. Il est ressenti comme ça, il a vécu, et je pense qu'il a été éduqué, c'est les années 80, il a été éduqué dans toute cette vision de il ouvre le sommet France-Afrique. Je pense que nous allons l'entendre à ce moment-là. Alors, on a évoqué avec vous il y a quelques instants le rôle des artistes, des cinéastes, des chanteurs. Des musiciens, Marie. Oui. Alors, si on devait faire la liste de tous les artistes qui se sont engagés contre l'apartheid et pour la libération de Mandela, on y sera encore demain matin. Très vite. Il y a juste une prise de conscience au milieu des années 80. C'est-à-dire qu'il y a une ville en dehors de Johannesburg qui s'appelle Sun City, qui est une espèce de Las Vegas sud-africain. Et il y a un début de polémique parce qu'il y a des artistes comme Bruce Springsteen, comme Steve Van Zandt, qui commencent à lancer un mouvement en appelant les artistes à ne pas aller se produire à Sun City, à ne pas aller se produire en Afrique du Sud. Alors ça, c'est un premier album où on retrouve Miles Davis, Herbie Hancock, Ringo Starr, enfin la mobilisation est absolument inouïe et elle va mener fort naturellement à cet album. La prise de conscience, elle est mondiale, elle n'est pas seulement aux États-Unis, elle est aussi en Angleterre avec les Specials qui sont un groupe de ska. Le ska, c'est l'ancêtre du reggae et les Specials composent en 1984 cette chanson qui s'appelle Free Nelson Mandela. Évidemment que ça deviendra un des hymnes pour la libération de Mandela, notamment au stade de Wembley en 1988, 3 ans après le méga concert, vous savez, pour recueillir des fonds dans la lutte contre le sida. En 88, c'est les 70 ans
de Mandela, 70 ans, un anniversaire qu'il fête en prison. C'est un concert aux dimensions, on n'a plus jamais vu ça, franchement. C'est 11 heures de musique non-stop, vous vous rendez compte? Il y a 60 musiciens ou groupes qui vont se relayer sur scène. Alors, c'est complètement fou, il y a tout le monde, il y a George Michael, qui chante Village Ghetto Land, qui est une des plus belles chansons de Stevie Wonder, et un hommage magnifique à Mandela. Il y a Stevie Wonder, notamment, qui chante I Just Called to Say I Love You. Et oui, une chanson qu'il avait dédiée à Nelson Mandela, qui veut dire je t'appelle pour te dire que je t'aime. Joe Cocker qui chante Unchain My Heart. Qu'est-ce que ça veut dire Unchain My Heart? Ça veut dire libère-toi, bien sûr. Et alors, évidemment, il est aussi très très soutenu par des artistes africains, hein, bien sûr. Il n'y a pas que l'Occident qui le soutient. Youssou N'Dour, qui en 85 fait tout un album qui s'appelle Nelson Mandela. Il a même appelé son fils Nelson Mandela, Youssou N'Dour. Et en France, attendez, il y a aussi la France, avec Bernard Lavilliers. Oui. Et cette fameuse chanson qui s'appelle En noir et blanc, qui est une chanson de 1985. Donc vous voyez... De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Et vous voyez donc cette prise de conscience qui arrive au milieu des années 80. Et ça va susciter une espèce d'effervescence artistique qui va porter ses fruits. Et qui a été l'un des mouvements, effectivement, qui a en partie contribué, parce que ça a été aussi avant tout une mobilisation politique, mais en tout cas, c'est à la suite de cela que, en partie, Nelson Mandela a pu être libéré. Il est presque 8h sur iTélé. Merci d'être avec nous. Édition spéciale, décès de Nelson Mandela. Et c'est donc l'une des images de cette matinée, ces images en direct, des dizaines et des dizaines de Sud-Africains massés depuis cette nuit devant la maison de Nelson Mandela à Johannesburg. Une ambiance avec des chants à la gloire de Madiba, des fleurs qui sont déposées, des messages postés. Il était 22h45 hier soir quand le président Jacob Zuma a pris la parole à la télévision pour annoncer en direct le décès du père de la nation, Nelson Mandela, à l'âge de 95 ans. Écoute. Mes chers compatriotes, notre bien-aimé Nelson Mandela, le président fondateur de notre démocratie, est mort. Il est parti paisiblement, en compagnie de sa famille, aux environs de 20h15, en ce 5 décembre. Maintenant, il se repose. Il est en paix. Notre nation a perdu son plus grand fils. Notre peuple a perdu son père. Jacob Zuma, donc 22h45 hier soir, l'annonce officielle de la mort de Nelson Mandela. Juste un mot, parce que Olivier Ravanello, sur les circonstances, j'allais dire, médicales de la mort de Mandela, s'il est malade et aussi malade des poumons, c'est pas complètement un hasard, c'est une maladie, on dit qu'il a contracté lorsqu'il était en prison. Dans cette prison extrêmement dure de Robben Island, où il contracte une maladie et où il dit aussi qu'il a appris beaucoup de choses. Le surnom de cette prison, c'était l'Université Mandela, parce que il apprenait aux autres détenus sa philosophie de combat. Il y a un élément absolument fondamental à comprendre, c'est que Nelson Mandela, dans ces moments d'incarcération, va nouer une relation particulière avec son gardien, un geôlier, afrikaner, qui est chargé de le surveiller, de regarder son courrier, parce qu'il parle quelques langues zoulou. Et avec cet homme, il va commencer à parler et à échanger. Et il va comprendre quelque chose de fondamental, c'est qu'évidemment, le régime de l'apartheid est basé sur un racisme idéologique. Évidemment que c'est un régime proche d'une dictature qui est les barbares. Mais s'il tient... Le fondement, c'est la peur. C'est parce qu'ils ont peur de la majorité noire que les Blancs s'arc-boutent et ne veulent absolument rien lâcher. Et le message que va faire passer Mandela dès sa libération aux autres membres de l'ANC, c'est de dire, si vous voulez qu'on construise un pays, il faut leur tendre la main. Il ne faut pas se venger. Il ne faut pas demander des comptes. Il ne faut pas vouloir leur faire peur. Si vous les rassurez,
Il y a un dialogue possible, et d'arriver à comprendre la peur des Blancs a été absolument déterminant pour la construction de la démocratie sud-africaine. Édition spéciale sur iTélé. Nous sommes en duplex avec Nicolas Tiangai, qui est Premier ministre de la République centrafricaine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. J'imagine votre émotion aujourd'hui à l'occasion du décès de Nelson Mandela, mais la situation dans votre pays, en République centrafricaine, me pousse à vous poser une première question sur cette situation. Justement, à l'instant, on apprend que l'opération française a démarré avec des patrouilles à Bangui. Est-ce que vous vous réjouissez du début de cette opération ? Oui, je me réjouis du commencement de cette atteint un niveau tel qu'il faut mettre un terme effectivement à ces exactions. Et je suis persuadé, convaincu que l'intervention française permettra d'arrêter ces massacres. Il y avait urgence ? Il y avait extrême urgence humanitaire à intervenir et je voudrais ici profiter de cette occasion pour saluer la rapidité avec laquelle la France a engagé les troupes sur le terrain après le vote du Conseil de sécurité sur la résolution autorisant l'usage de la force. Apparemment, les toutes premières patrouilles françaises donc, ont pris position dans le centre de la capitale, mais aussi à l'aéroport de Bangui. Il y a aussi une mission qui concerne les ressortissants français qui sont en cours d'évacuation. Est-ce que vous souhaitez que cette opération française militaire en République centrafricaine se poursuive sur plusieurs semaines, sur même plusieurs mois ? Oui, c'est un souhait, effectivement. Il faut sécuriser la ville de Bangui très rapidement. Ensuite, les corridors à caractère économique et les zones du pays où il y a des risques d'affrontement. Il est urgent que la France intervienne le plus rapidement possible, également en province, après la sécurisation de la ville de Bangui. Un mot sur Nelson Mandela. On imagine votre émotion ce matin. Elle est grande parce que Nelson Mandela est une figure charismatique, un homme ayant une stature exceptionnelle, un sage. C'est une grande perte pour non seulement l'Afrique mais pour le monde entier. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Tiangai d'avoir été en duplex avec nous. Yamina Benguigui, je rappelle que vous êtes ministre délégué à la francophonie. L'opération française en République centrafricaine a démarré. Les premières patrouilles dans Bangui. Pourquoi la France devait-elle intervenir en République centrafricaine ? Mais écoutez, il y avait sur ce territoire une perte de contrôle terrible, une situation humanitaire tragique. J'ai reçu au mois de juin plusieurs groupes de femmes de Centrafrique qui sont venus témoigner de l'horreur. Enfin, c'était quand même un conflit sans image. Des hordes d'hommes qui viennent, qui massacrent des bébés, violent les femmes. En juin, il y avait un début de famine. Ensuite, nous avons reçu une dizaine d'ONG avec le président Hollande. Donc on était déjà très très inquiets. Alors effectivement, il était difficile de se dire, bon, est-ce qu'il faut intervenir en Centrafrique alors qu'on était sur l'opération Serval. Mais ce n'est pas du tout la même opération. Là, c'est à la demande. Mais ça fait de la France le gendarme de l'Afrique. C'est pas le gendarme. Non, ça fait de la France. La France est un pays allié des États africains. Elle nous le démontre aujourd'hui avec la présence de plus d'une quarantaine de chefs d'État alliés des États africains. Dès lors qu'un État allié vous demande de l'aide, pour le Mali, c'est une aide militaire, pour la Centrafrique, c'est de l'humanitaire. Et effectivement, elle n'est pas seule. Elle arrive à la demande aussi de l'Union africaine. Et avec un mandat de l'ONU. C'est peut-être, on est à un vrai tournant aujourd'hui de cette relation France et pays alliés. Est-ce qu'on est là-bas en Centrafrique du côté des chrétiens ? Compte ? Écoutez, le conflit
devient interreligieux. C'est-à-dire aujourd'hui, ce sont des hordes. Encore une fois, on a parlé de la Séléka. Quand Djotodia est rentré, il est rentré grâce à ses troupes, et ces troupes sont devenues des troupes complètement autonomes, en pillant, en violant, et ayant aussi un caractère religieux, puisqu'il y a eu des pillages d'églises, on a brûlé des églises, mais là, cette nuit... C'est dans l'autre sens, cette nuit. Dans l'autre sens, on a égorgé 54 musulmans dans... et vous savez le bruit qui ça court. ressemble à un guêpier quand même, on y est pour longtemps. Hein. Alors, je ne crois pas. Je vais vous dire, je ne crois pas parce que lorsqu'il y a délitement de l'État et plus rien de la puissance politique, il y a une perte de contrôle totale du territoire. Donc c'est à l'abandon total. Mais il n'y a pas un pays qui attaque. Je crois qu'il y a une remise d'ordre qui peut aller très vite. Maintenant, les dégâts sont là. Maintenant, que va nous dire l'avenir? La Centrafrique, c'est un pays qui a beaucoup de frontières. Il y a 47 000 réfugiés en RDC. D'ailleurs, la frontière a été coupée cette nuit. Il y a 17 000 au Sud-Soudan. Et donc, le président de la République a donc décidé d'intervenir au plus vite. Il l'a annoncé hier soir, il était 19h15. Et dès ce matin, voilà, on a la confirmation, et vous nous le confirmez vous aussi ce matin, l'opération française en Centrafrique a commencé avec des patrouilles à Bangui. Justement, on va aller sur place. Mais ne pas sous-estimer l'Union africaine et la MISCA, vraiment. On va retrouver l'envoyé spécial d'ITélé sur place en Centrafrique, Florence Lozac.